Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée met à l'honneur l'un des plats les plus connus au monde, le hamburger. Elle rappelle que ce symbole de la cuisine rapide est aujourd'hui présent dans presque tous les pays. C'est aussi l'occasion de réfléchir à nos habitudes alimentaires, aux différences entre les hamburgers faits maison et ceux des fast-foods, et à la place de ce plat dans la culture moderne. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Mangez-vous souvent des hamburgers? Où et avec qui? En mangez-vous avec les mains ou avec des couverts? On mange des hamburgers dans un fast-food, dans un restaurant ou à la maison, parfois en famille, avec des amis ou en voyage. Certains aiment les manger avec les mains, surtout quand les hamburgers sont bien emballés, tandis que d'autres préfèrent les couverts pour éviter d'en mettre partout. On peut aussi dire quand on en mange, le week-end, pendant une sortie ou pour une soirée rapide devant un film. Deuxième question. Quels sont les ingrédients d'un bon hamburger? Un bon hamburger, c'est d'abord un pain moelleux, un steak bien cuit, de la salade, de la tomate et un peu de sauce. Certains aiment ajouter du fromage fondu, du bacon, des oignons, du cornichon ou même un œuf. On peut aussi imaginer des versions végétariennes avec par exemple du tofu ou du seitan et des légumes grillés. Troisième question. Les hamburgers sont-ils bons pour la santé? Manger un hamburger de temps en temps, ce n'est pas grave, mais trop souvent, ce n'est pas très sain. Il contient souvent beaucoup de sel, de graisse et de sucre, surtout dans les menus avec frites et boissons sucrées. On peut dire qu'un hamburger maison, avec des ingrédients frais et de la salade, est une meilleure option qu'un hamburger industriel. Créée en 1989 par les Nations Unies, la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles rappelle que les tremblements de terre, les inondations, les tempêtes ou les incendies peuvent frapper n'importe où dans le monde. Elle souligne aussi que la prévention, la préparation et la coopération internationale permettent d'en limiter les effets et de sauver des vies. Cette journée invite chacun à mieux comprendre les risques et à adopter les bons réflexes face aux dangers naturels. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? En quoi est-elle différente d'une catastrophe provoquée par l'homme? Y a-t-il des catastrophes naturelles fréquentes dans votre pays? Une catastrophe naturelle est un événement qui échappe au contrôle humain, comme un séisme, une éruption volcanique ou un ouragan. À l'inverse, une catastrophe provoquée par l'homme peut être liée à un accident industriel ou à une forte pollution. En France, les inondations et les tempêtes sont désormais assez fréquentes, tandis que d'autres pays, comme le Japon, la Turquie, l'Italie ou la Grèce, subissent plus souvent des tremblements de terre. D'autres régions du monde, comme les États-Unis ou les Philippines, sont régulièrement touchées par des cyclones ou des ouragans. En conclusion,
La différence entre les deux types de catastrophes tient à leur origine, la nature ou l'activité humaine. Deuxième question. Avez-vous déjà vécu une catastrophe naturelle? Comment avez-vous réagi? Les apprenants peuvent parler d'une tempête qui a coupé l'électricité pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, d'une inondation dans leur quartier ou d'un feu de forêt près d'une maison. Certains diront qu'ils ont eu peur, qu'ils ont cherché à protéger leurs proches ou leurs animaux, ou qu'ils ont suivi les consignes de sécurité. En conclusion, ces expériences rappellent que, face à la nature, il faut toujours rester prudent et solidaire. Troisième question. Comment informer la population avant une catastrophe? Que peut faire une ville pour être mieux préparée? En ce qui concerne les alertes immédiates, les autorités doivent informer rapidement la population. Elles peuvent envoyer des notifications sur les téléphones, diffuser des messages à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux et faire retentir les sirènes d'alerte. Quant aux mesures de préparation, les villes peuvent anticiper les risques et sensibiliser les habitants. Elles peuvent organiser des exercices d'évacuation, entretenir les rivières pour éviter les crues, élaborer des plans de prévention et prévoir des abris sûrs. En France, par exemple, les sirènes sont testées chaque premier mercredi du mois, à midi, afin de vérifier leur bon fonctionnement. En conclusion, la protection des habitants dépend à la fois d'une bonne communication pendant l'urgence et d'une préparation rigoureuse en temps normal. Instaurée en 2022 à l'initiative de l'État français, la Journée nationale de la résilience a pour objectif de renforcer la préparation collective face aux risques majeurs. Elle valorise la capacité des sociétés à anticiper, à réagir et à se reconstruire après une catastrophe, qu'elle soit naturelle, technologique ou sanitaire. Cette journée invite aussi à réfléchir à la mémoire des crises passées et aux moyens de mieux protéger les populations à l'avenir. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Quels sont les risques majeurs présents dans votre région ou dans votre pays? Les risques varient selon les territoires. Inondations dans les zones côtières, incendies dans les régions sèches, séismes dans les régions situées sur des plaques tectoniques actives, ou encore canicules et tempêtes liées au réchauffement climatique. Certains dangers sont plus récents, comme les cyberattaques, les pénuries d'eau ou les coupures d'énergie. La manière dont une société fait face à ces menaces dépend autant de la géographie que des choix politiques, économiques et urbanistiques. C'est là qu'intervient la résilience. Elle désigne la capacité d'une communauté à anticiper un risque, à limiter ses effets et à se reconstruire après une crise. Une réponse approfondie peut donc montrer que connaître les risques, s'y préparer et adapter son mode de vie sont des éléments essentiels pour renforcer la résilience collective. Deuxième question. La mémoire des catastrophes passées est-elle un outil utile pour renforcer la résilience collective? La mémoire des catastrophes passées
permet de tirer des leçons et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Après le séisme et le tsunami de décembre 2004 dans l'océan Indien, la tempête Xynthia de février 2010 en France, ou les incendies catastrophiques de juillet 2018 en Grèce, par exemple, les règles de construction et les plans d'évacuation ont été renforcés afin de mieux protéger les habitants. Les commémorations, les témoignages ou les musées consacrés au risque rappellent également l'importance de la prévention et de la transmission. En conclusion, se souvenir, c'est déjà se préparer et se protéger. Troisième question. La résilience est-elle une compétence citoyenne? Faudrait-il l'intégrer à l'éducation civique? La résilience n'est pas seulement une affaire d'experts. C'est aussi une attitude collective et citoyenne. Apprendre à réagir sans panique, à protéger les autres et à comprendre les consignes de sécurité devrait faire partie de l'éducation. On pourrait par exemple organiser régulièrement des exercices à l'école, sensibiliser les élèves aux risques locaux ou leur enseigner les gestes de premier secours. Pour conclure, intégrer la résilience dans l'éducation, c'est former des citoyens responsables, solidaires et capables d'agir face aux crises de demain. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.